Alors j'aimerais vous amener sur un terrain un peu voisin du risque faible, qui est le risque intermédiaire. Alors on va parler du risque intermédiaire faible de Zumsteeg, c'est-à-dire que ces patients qu'on voit avec des PSA un peu au-dessus de 10 ou des Gleason 3+4, pour lequel la surveillance active est vraiment pas un standard et pour lequel le traitement total peut éventuellement encore considéré comme un surtraitement. Dans cette population-là de risque intermédiaire faible, est-ce qu'il y a une place pour la surveillance active? Que disent les guidelines, on va dire, Luc? Alors, là aussi, c'est toujours pareil, prudence, c'est-à-dire que globalement, l'assurance active, à partir du moment où il y a du grade 4, je crois que c'est ça qui est ressorti, qui ressort régulièrement dans les réunions, dans les congrès, à partir du moment où il y a du grade 4, il y a un danger potentiel. Donc, le CCAFU, l'AUA et le AU mettent la surveillance active bien moins en avant. Et les recommandations, c'est les traitements classiques, prostatectomie, radiothérapie, curithérapie discutable. Voilà, et comme les cohortes de surveillance active comprennent quelques patients de risque intermédiaire avec, on va peut-être en reparler, des résultats qui ne sont pas si mauvais, il y a peut-être une petite place pour l'assurance active dans le risque intermédiaire, tout en restant sur le fait que le traitement standard, les recommandations ne sont pas pour l'assurance active. Ce qui ressort clairement dans les stratégies de choix, les stratégies de sortie de la surveillance active, un des critères vraiment pertinents qui ressort dans toutes les études, et notamment dans l'étude PRIAS qu'on a vue, c'est l'apparition de grade 4. Le Gleason, ouais. Et donc, c'est un frein pour ces patients-là. Pour rebondir un peu sur cette notion que certaines cohortes contiennent des patients de risque intermédiaire, il y a la cohorte qu'on connaît tous de Toronto, de Klotz, qui présente régulièrement et où on voit des résultats maintenant avec un suivi médian de 6,4 ans, mais ce qui veut dire que le suivi pour certains patients atteint des chiffres très importants, que le pourcentage de décès spécifique par cancer de la prostate est très faible. Le pourcentage de cancer métastatique est lui aussi très faible. Donc voilà, il y a peut-être une toute petite place. Je répète, avec prudence, il y a un pourcentage, mais c'est logique, de traitement dans ce groupe-là qui est important. C'est-à-dire les patients, comme tu le disais tout à l'heure, ils peuvent peut-être mis en surveillance active 1 an, 2 ans, 3 ans, et après, vraisemblablement, seront traités. Et puis la phrase de Klotz, dans l'article qu'il a produit récemment, elle est relativement précise. C'est-à-dire que chez les patients bien screenés, c'est ce que tu as dit, c'est ce qui est important. Vraisemblablement, chez les patients un peu âgés, il y a peut-être, je répète, une petite place, mais attention. Donc il y a une frontière entre la surveillance active et le watchful waiting. Pour des patients un peu plus graves, éventuellement un peu plus âgés. Oui, parce que je crois qu'on a le watchful waiting, on sait très bien que c'est la prise en charge, entre guillemets, observationnelle des cancers de prostate métastatiques ou des cancers de prostate chez le sujet très âgé, dont l'espérance de vie est telle que, de toute façon, il n'y a pas de risque. L'assurance active, elle, chez des patients de 70 ans, qui sont encore en bonne forme, qui ont, comme tu l'as dit, pas trop envie, qui sont peut-être pas trop tentés par des traitements agressifs, pourquoi pas un peu de surveillance active? Après, c'est toi sans doute qui va répondre, traitement focal. Voilà, mais... Eric, toi, tu as des réserves sur la surveillance active pour les patients de risque intermédiaire? Oui, en fait, je pense qu'on est confronté, en tant qu'urologue, à 2 problèmes. On l'a vu dans les faibles risques, il y a quand même une sous-stadification de la maladie. Il y a la même sous-stadification dans le risque intermédiaire. Donc, on va être confronté à des patients qui ont un risque intermédiaire qu'on va mettre en surveillance active et qui, finalement, in fine, vont avoir un cas de majorité ou plus. Donc, la surveillance active peut être effectivement un problème. Et le deuxième problème, c'est l'âge des patients. Alors, effectivement, tu reprends Klotz qui suggère qu'au-delà de 70 ans, on peut proposer la surveillance active à des patients en bon état général et qui ont des critères favorables. Néanmoins, aujourd'hui, on est confronté dans notre pratique courante à des patients de 50 ans qui arrivent avec un microfoyer de Gleason 7. Qu'est-ce qu'on leur fait? Est-ce que ces patients-là, ce sont ceux-là, à la limite, qui sont plus demandeurs d'alternatives thérapeutiques que les patients 70 ans ou plus? Ils n'ont pas les mêmes objectifs et pas la même façon de voir les choses parce qu'ils ont un âge différent. En ce qui concerne la surveillance active chez les risques intermédiaires, on a vu dans l'étude de Göteborg que quand on stratifie les patients en survie sans récidive et en survie sans traitement, les risques intermédiaires, il y a un vrai décrochage pour les patients à Gleason 7. Oui, c'est ce qu'on retrouve, comme dans l'étude anglaise en fait. Exactement. Donc aujourd'hui,
L'idée, c'est peut-être de dire que, effectivement, pour ces patients-là qui sont jeunes, qui ont un petit volume de glisone-7, c'est encore une fois de leur proposer une alternative, peut-être qui serait une alternative à la surveillance active, qui serait peut-être autre chose et qui pourrait peut-être s'appeler la thérapie focale. Par hasard. Par hasard. Donc c'était ma question, ouais, tu réponds avec un peu d'avance. Est-ce que c'est une option pour ces patients-là? Et encore une fois, c'est toujours la question, comment est-ce qu'on va positionner le traitement focal par rapport au traitement total? Comment est-ce qu'il faut l'envisager, même dans les études finalement à venir? Comment est-ce qu'on fait pour évaluer tout ça? Encore une fois, on n'a pas de réponse, évidemment, on n'a pas de réponse. Et il y a très peu d'études qui ont montré l'efficacité du traitement focal dans les risques intermédiaires, parce qu'initialement, c'est quand même quelque chose de très nouveau, la thérapie focale, et donc elle était plutôt réservée aux hommes qui avaient des maladies pas trop agressives pour essayer d'évaluer la faisabilité, la morbidité des traitements. Donc la plupart des séries ont publié des patients qui étaient inclus, qui avaient des glisone 6, qui avaient des maladies bien localisées. La seule étude qui répond sans répondre à cette question, parce que 56 patients ont été inclus, donc vraiment rien du tout, mais qui incluait 84% de patients qui avaient du glisone 7, montre qu'effectivement les résultats sont plutôt favorables sur le glisone 7, que ça fonctionne au prix d'une morbidité limitée. Donc c'est vraiment il va falloir effectivement pouvoir avoir un plus grand nombre de patients, des plus grandes cohortes pour pouvoir avoir plus d'éléments de réponse. Mais c'est vrai que c'est ce que tu as dit tout à l'heure, là, cette notion d'études de faisabilité. Et il ne faut pas qu'on confonde les études de faisabilité avec les études de validation. Voilà, oui, tout à fait d'accord. Et il ne faut pas attaquer une étude de faisabilité parce qu'elle ne répond pas à la question de la validation vis-à-vis du traitement. On est bien d'accord. Voilà, excuse-moi. Exactement. Et donc, dans cette optique-là, après avoir évalué la faisabilité, avoir montré que le traitement focal était une option possible, on a essayé de définir, encore une fois, les critères pour la thérapie focale chez les patients qui ont un risque intermédiaire. Et encore une fois, la conférence de consensus a essayé de définir un cadre et explique qu'il faut réserver ces traitements à des patients, donc toujours pareil, qui ont un taux de PSA limité, en règle générale inférieur à 10-15, avec surtout une lésion parfaitement identifiable en IRM et avec un volume limité de moins de 3 millilitres. Et probablement, et c'était la conclusion de cette conférence de consensus, c'était de dire que probablement que les patients qui ont un score 7, 3 plus 4, donc les patients du groupe 2, sont probablement les patients idéaux pour cette alternative thérapeutique qui est la thérapie focale. On commence à peut-être y voir plus clair que dans le risque intermédiaire, il y a ce problème, comme tu l'as souligné, du sous-staging, du sur-staging, qu'on est là aussi pour ne pas faire prendre de risques inutiles aux patients. On est là aussi pour ne pas les surtraiter et puis leur imposer une morbidité inutile. Les recommandations, toujours pareil, elles sont un peu en retard. Elles disent quoi? Elles disent qu'il y a un consensus pour dire que les traitements de référence sont la radiothérapie, la prostatectomie. Mais comme tu l'as dit, chez les patients bien sélectionnés, dans un cadre, et j'insiste, bien défini, pour certains ayant un glisone 7 ou un ISUP2, peuvent peut-être bénéficier du traitement focal plus, mais là c'est une vision plus personnelle, que de l'assurance active où on commence à atteindre peut-être certaines limites. Et encore une fois, l'idée, effectivement, c'est d'encadrer les choses. Et comme tu disais, les sociétés savantes n'ont pas encore établi de recommandations, ce qui est bien légitime, mais on ne pourra pas le faire tant qu'on n'aura pas plus de résultats. Néanmoins, ça ne doit pas empêcher ce traitement d'exister, d'être évalué. Et peut-être que les sociétés savantes devraient effectivement réfléchir à des modes d'évaluation pertinents pour qu'on puisse effectivement pouvoir avancer dans un cadre légal qui soit adapté. Elles y réfléchissent. Elles y réfléchissent activement. Au CCAFU, c'est vrai que Luc s'occupe de ça. Et c'est un point qui est majeur. Donc on voit bien, merci d'avoir participé à ces premiers débats du CCAFU. Avant de passer la parole à Arnaud Méjean qui fera la synthèse de cette émission et délivrera les take-home messages, c'est vrai qu'on voit une modification des pratiques qui est majeure. En 10 ans, on voit qu'il y a une véritable désescalade thérapeutique pour ces patients à faible risque et aussi un petit peu à risque intermédiaire. La surveillance active devient le gold standard des patients à faible risque. C'était le cas pour les patients à très faible risque. C'est vrai quand on regarde les recommandations de l'EAU, mais c'est vrai aussi pour les patients à faible risque avec les difficultés de sélection que vous avez soulignées. Et puis le deuxième point, la deuxième révolution, on va dire, pour ces patients-là, c'est l'émergence du traitement focal. Et donc vous avez rappelé l'importance en termes d'efficacité, de morbidité pour les patients, et surtout l'importance en termes d'évaluation afin d'avoir des thérapeutiques qui soient parfaitement évaluées et cadrées. Donc merci à vous deux d'avoir participé à ces premiers débats du CCAFU et à très bientôt.